Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine, où nous allons tenter de comprendre quelles sont les tendances dans le capital investissement, mais aussi plus particulièrement dans le capital risque en cette rentrée de septembre, alors que le capital investissement, justement, s'invite de plus en plus dans les solutions d'investissement qui s'offrent aux épargnants. En effet, depuis la loi Pacte, il est possible d'investir en capital investissement ou private equity via son contrat d'assurance vie ou son PER. Mais qu'est-ce que ce nouveau pan d'investissement bien connu des professionnels, mais finalement assez nouveau pour les épargnants? Dans quoi investit-on concrètement et quelles sont les tendances du secteur? Nous en parlons avec Franck Sebag, associé EY en charge du secteur Fast Growing Companies EMEA. Bonjour Franck Sebag. Bonjour. Et nous en parlons avec Christophe Deldic, vice-président de France Invest. Bonjour Christophe Deldic. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec vous, Franck Sebag, puisque EY a une actualité. Vous avez sorti il y a quelques jours un baromètre du capital risque au premier semestre en France, un rapport sobrement intitulé « Record battu ». Donc ça commence bien pour les tendances, du coup on va comprendre un petit peu ce qu'il en est. Je donne quelques chiffres. Premier semestre 2021, 416 opérations, 5,14 milliards d'euros levés, et c'est presque 2 fois plus qu'en 2020. Mais 2020, il y avait la pandémie, donc on peut se dire que c'est normal, mais c'est 2 fois plus aussi qu'à la même période en 2019. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour le coup? Ça veut dire qu'on est face à une classe d'actifs qui est en hyper-croissance. D'accord. Il faut avoir en tête qu'au niveau mondial, sur le semestre, il y a 235 milliards qui ont été investis dans cet écosystème. Il y a trois grosses plaques, la plaque américaine, la plaque chinoise et la plaque européenne. D'accord. Et dans cette Europe, la France en fait tire aussi son épingle du jeu, la France qui est reconnue en fait pour son attrait, et donc voilà des chiffres qui ne cessent d'augmenter d'année en année. Elle est troisième, c'est ça, sur la place européenne. Il y a le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France en troisième position, c'est ça? Tout ça? à fait. La France est toujours entre la deuxième et troisième position. Allemagne, il y a une petite compétition entre l'Allemagne et la France. L'Angleterre est largement devant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des secteurs qui sont très, très porteurs. Évidemment, le secteur du digital en général. Bon, on ne nous aura pas échappé qu'on a vécu une crise sanitaire majeure. Oui. D'ailleurs, on est encore dedans. Et pour autant, cette crise sanitaire, comme on l'a vu en 2020, n'a pas stoppé les investissements dans ce segment-là. Et aujourd'hui, la pratique des Français est d'utiliser encore plus ces plateformes digitales françaises et du coup, croissance de ce secteur. Parce qu'on a vu par exemple en bourse, les géants de la tech continuent à progresser. Ça s'est ressenti également dans des entreprises tech plus petites qui faisaient appel à des financements institutionnels ou d'épargnants pour le coup. Tout à fait. En fait, c'est un segment. En fait, quand on cherche des entreprises de croissance et des valeurs d'avenir, les secteurs qui reviennent sont le digital, la fintech et les life sciences, donc ce qu'on appelle la biotech, le monde de la santé, qui est aussi beaucoup financé par ces classes d'actifs. Alors, quand on regarde, avant d'élargir un petit peu au capital investissement, quand on regarde toujours ce capital risque, bon, on se rend compte que Paris et l'Île-de-France arrivent très largement en tête, mais il y a d'autres régions quand même qui émergent, des régions qui sont de plus en plus connues pour leur activité, pour leur pôle d'activité, notamment l'Occitanie ou Auvergne-Rhône-Alpes, donc autour de Lyon. Tout à fait, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que alors, deux choses par rapport à cette régionalisation. On pourrait se désoler du fait qu'on ait une hyper-concentration et quelque part, ça peut être aussi un atout de la France. Il faut savoir qu'au niveau mondial, européen, on a des plaques tectoniques sur certaines villes, Londres, Berlin, Francfort, Paris. Donc c'est bien aussi au niveau mondial pour des investisseurs d'avoir un porte-drapeau. Et en même temps, on a des régions en fait qui commencent à pousser et donc l'objectif c'est d'avoir des régions qui se hissent au niveau en fait de Paris dans les prochaines années. Donc potentiel de croissance important. Alors quand on regarde le top 5 des investissements, on a donc service internet, Content Square, fintech, Ledger. Donc Ledger c'est même crypto-monnaie, service internet IAD, Back Market et Alan. Alors c'est même plus des startups aujourd'hui, mais bon, en tout cas, c'est connu sous la terminologie startup, qui sont bien connus du grand public. On voit surtout en fait des grands institutionnels. Pour faire le lien avec les épargnants, c'est surtout des grands institutionnels qui investissent dans ces entreprises aujourd'hui. Alors en fait, il faut avoir en tête que dans ce segment-là, on peut investir à tout moment. D'accord. On peut investir de l'origine. Alors effectivement, il faut qu'on fasse peut-être un petit peu de pédagogie. Il y a différentes façons de faire du capital risque ou du capital investissement. Il y a de l'amorçage et ensuite il y a différentes séries ABC qu'on peut peut-être redéfinir d'ailleurs. Bien sûr. Allez-y, je vous en prie. En fait, assez simplement, lorsqu'on est épargnant et que l'on souhaite d'abord interagir avec cet écosystème-là, on peut être business angel, c'est-à-dire qu'on peut apporter de l'argent, soit directement, soit indirectement, via des fonds, et on l'évoquera. Ça, c'est le premier stade, ce qu'on appelle le seed, l'amorçage. Et puis, au fil de l'eau, on a différentes phases d'investissement. Et évidemment, dans notre baromètre, quand vous regardez le top 5, ce sont les plus grosses opérations. Mais capacité d'interagir à tout moment.
Et un point qui est important pour faire le lien avec l'économie réelle, parce qu'on pourrait dire, mais c'est assez étrange, ces sociétés dont on parle, les plus grosses, sont devenues des entreprises innovantes de taille intermédiaire. Vous savez, les fameuses ETI bien sûr, oui, qu'on recherche. Ben, globalement, ce segment permet de créer les ETI de demain. Les sociétés dont on parle, ce sont des sociétés qui ont plus de 500 personnes dans leur bien établissement. Sûr, Ce sont des grosses entreprises, mais qui sont portées par l'innovation. Et comme vous l'avez indiqué, on a à la fois des fonds très, très spécialisés d'innovation et puis des fonds plus classiques avec lesquels on peut interagir via en fait, différents supports. Christophe Deldic, là, on a fait un focus capital risque. Il faudra peut-être d'ailleurs qu'on le resitue dans la grande famille du capital investissement. Vous êtes en adéquation ou surpris par ce baromètre EY? C'est quelque chose que vous aviez remarqué également chez France Invest? Oui. Alors pour élargir, l'industrie du capital investissement est une industrie qui va bien, donc, et dans tous ses segments. Donc le capital innovation, on en parlait avec Franck juste avant. C'est vrai que à la rigueur, la frontière, c'est entre nous. Alors, dans nos chiffres, capital innovation. Juste pour les gens qui nous écoutent, capital innovation, capital risque, c'est la même chose. Oui. Voilà. Et par rapport au montant levé dans le baromètre, c'est vrai qu'on peut retrouver certaines opérations que nous, on peut classer dans d'autres études peut-être un peu plus en capital développement, parce qu'il y a des grosses levées. Et alors, c'est quoi la différence entre capital innovation et capital développement? C'est des stades de maturité d'entreprise? Oui, et de risque. Donc, puisqu'une société plus jeune qui démarre avec un niveau d'activité plus faible, on peut juger qu'elle est en effet plus risquée qu'une société plus mature et déjà rentable. Donc, il y a déjà ce seuil-là. Mais ce qui est très intéressant dans ce baromètre et ce qu'on retrouve généralement dans notre industrie au sens large, c'est que les tickets d'investissement augmentent. D'accord. Et ça, c'est rendu possible par les levées qui augmentent. Donc, je ne vais pas mettre trop de milliards d'euros sur la table, mais chaque année, à peu près, en ce moment, on lève 20 milliards d'euros et on investit 20 milliards d'euros. Donc, on a une industrie qui lève des capitaux de manière significative, plus importante chaque année, ce qui nous permet de faire plus d'opérations et sur des tickets plus importants. Alors, quand on dit qu'une entreprise lève plus de capitaux, c'est qu'elle a besoin de plus de capitaux, c'est ça? Et elle exprime son besoin et du coup, il faut trouver des investisseurs de l'autre côté. Oui, et c'est aussi parce qu'elle a plus d'ambition qu'avant. D'accord. Et on lui donne les moyens de combler cette ambition. Voilà, donc il faut avoir les capitaux disponibles pour les investir. Et plus on a de capitaux disponibles, plus on peut, pousser les BP dans la croissance. Donc c'est ça aussi, l'offre fait la demande, quelque part. Donc après, si j'élargis un peu, il ne faut pas mettre trop de milliards, mais capital investissement, c'est à peu près 2200 opérations d'investissement dans des sociétés non cotées chaque année. D'accord, voilà, en France. En France, exclusivement en France. Ça fait 6 opérations par jour, dimanche inclus. Donc on est sur ça reste assez dynamique quand même. Très dynamique et plus importante que les sous-jacents cotés, que nos auditeurs peuvent connaître plus facilement. Donc on est aujourd'hui une industrie qui investit dans beaucoup d'entreprises. On est actionnaire de plus de 8000 entreprises françaises à date. Et on voit que la tendance s'améliore, s'accentue chaque année grâce aux levées plus importantes et grâce aussi à cette demande de dirigeants qui, au-delà des capitaux, avec notre industrie, cherche un accompagnement, un conseil, tout ce qu'on délivre au quotidien, et on est partie prenante dans les décisions à côté des dirigeants dans les conseils, ce qui est aussi différent dans l'approche des sociétés cotées, et ce qui nous permet aussi de rendre ces dirigeants plus ambitieux et donc de favoriser des levées plus importantes, financées aussi par des fonds qui ont maintenant des levées de capitaux, disponibles de plus en plus importantes également. Alors, il est possible aujourd'hui d'investir via son assurance vie ou son PER. Oui. Donc, des épargnants peuvent décider, avec des tickets d'entrée moins élevés, qui sont de l'ordre généralement de 5 000 euros minimum, en tout cas, d'investir dans ces entreprises. Pour autant, le private equity, c'est très connu des professionnels, mais c'est une terminologie qui est parfois compliquée pour le particulier. On parle de capital risque, capital innovation, venture capital, capital investissement, capital développement, capital LBO. Transmission, LBO. Là, on a déjà perdu effectivement les gens sur dans quoi on investit. Et puis après, on parle d'amorçage, série A, série B, série C. Est-ce qu'on peut essayer de définir très rapidement quand même ce que ça veut dire et dans quoi on va concrètement? En fait, on parle juste d'étapes de développement de l'entreprise ou d'étapes d'ambition des dirigeants de l'entreprise, c'est ça? C'est très simplement de financer des opérations de croissance. D'accord. À partir du moment où un dirigeant veut grandir, donc ça nécessite des financements, on ne peut pas tout financer avec de la dette. Tout ce qui est du ressort un peu du pari sur l'avenir, ça nécessite des fonds propres.
Et notre industrie est l'industrie qui permet de financer en fonds propres les entreprises pour financer leur croissance. D'où la recherche et l'obtention de la performance de nos investissements, parce que l'objectif, c'est de faire de la plus-value. Et on fait de la plus-value, et aujourd'hui, on le mesure très très bien. Pourquoi notre classe d'actifs a une très bonne performance, qui est en moyenne de 11% par an sur les 15 dernières années? C'est parce que nos sociétés dans lesquelles nous investissons grandissent de manière rentable. D'accord. C'est la croissance des résultats des sociétés que nous accompagnons qui fait les plus-values de nos investissements. Voilà. Et notre challenge, vous le dites, c'est de rendre ça plus clair pour l'ensemble des épargnants, parce que chez France Invest, ce que nous souhaitons, c'est que davantage d'épargnants en direct puissent bénéficier des performances de notre classe d'actifs. Notre objectif, c'est 10 milliards d'euros levés chaque année dans 5 ans auprès directement des particuliers. Auprès des particuliers directement. Et pourquoi ? Parce que parce qu'il y a une épargne qui est là et qui n'attend qu'à être réinvestie dans les entreprises, et c'est d'ailleurs en lien avec les thèmes de relance aujourd'hui, ou c'est... pourquoi ? Parce qu'il y a une épargne qui dort, qui n'est pas forcément mise dans le tissu productif, qui est mal rémunérée, et nous investissons dans le tissu productif, nous donnons de la performance. On donne aussi du sens aux investissements. Nous sommes les acteurs à côté des dirigeants pour construire aussi un capitalisme plus inclusif, plus responsable, les normes ESG. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent dans l'ensemble de nos participations. Et nous, on sent qu'il y a une demande aussi des épargnants d'utiliser leur épargne. D'aller vers ce type d'investissement. D'accord. Même si c'est parfois moins compréhensible qu'un investissement dans un fonds euro ou d'acheter des actions de très grandes entreprises françaises, il y a une demande quand même qui est présente aujourd'hui. Oui, je pense qu'on est... après, c'est à nous de faire le boulot et c'est ce qu'on fait. Et merci de nous inviter pour nous permettre d'expliquer, parce que je pense qu'investir dans des sociétés, c'est quelque chose qui est quand même plus compréhensible que dans certains trackers ou produits financiers qui, pour l'épargnant, à mon avis, sont beaucoup plus compliqués. Donc c'est notre enjeu. Faire beaucoup de formation aussi, au-delà de l'épargnant direct, à ceux qui distribuent les produits d'épargne. Je pense aux CGP, qui ne connaissent pas forcément en détail comment on travaille dans notre industrie et qui n'en font pas forcément la bonne pédagogie auprès des souscripteurs. Et enfin, qu'on lève aussi les quelques obstacles réglementaires qui peuvent rester pour rendre le produit, je dirais, un peu plus démocratique sur des tickets d'investissement très bas. On a un produit magnifique qui est assez récent, qui est le plan d'épargne retraite, qui s'adresse sur des sous-jacents d'investissement dans le temps long. La classe d'actifs nécessite du temps long. Hein. On reste en moyenne actionnaire plus de 5 ans dans les entreprises. Et donc, c'est une épargne longue qui n'est pas liquide au quotidien. Mais aujourd'hui, on a les sous-jacents de produits en termes d'épargne qui sont tout à fait légitimes et appropriés pour notre classe d'actifs. Alors, Franck Sebag, j'aimerais revenir sur un très joli arbre qu'on voit dans votre rapport et qui permettent de comprendre réellement ces stades de maturité des entreprises. Et en fait, on voit que les montants, évidemment, sont plus élevés dès qu'on monte en stade de maturité, mais qu'aujourd'hui, en fait, on ne va pas financer juste des startups, comme vous nous le disiez tout à l'heure, mais aussi, on va jusqu'à l'ETI, la PME, on passe par la PME, pardon, et on va jusqu'à l'ETI. Oui, le trait commun, en fait, du baromètre et de cette classe d'actifs, comme c'était indiqué, c'est financer des sociétés qui sont en hyper-croissance. D'accord. Donc voilà, le trait commun à tous les stades, c'est tant que l'entreprise est en hyper-croissance, on va trouver ces stades de financement. Ce qui est intéressant, c'est que comme on l'a indiqué, on est au départ et puis on va pouvoir suivre l'histoire de l'entreprise. Bien sûr, ce qui est intéressant dans cet accompagnement dont parlait Christophe Deldic. Et je trouve que pour l'épargnant, pour l'investisseur, être en capacité de donner du sens à son investissement, de voir justement à quel point l'investissement peut être productif, créateur d'emplois, ça donne du sens aussi, et en plus, ça peut aussi rapporter. Mais voilà, donc on a cet élément-là, et comme vous voyez dans les opérations, en nombre, il y en a beaucoup plus sur des petites opérations au stade, donc en fait, qui sont très très ouvertes, et plus. Bien sûr, mais parce que peut-être qu'on investit moins, donc en fait, on peut investir dans plus de sociétés différentes. Exactement, et puis en fait, on est quand même dans une sorte d'entonnoir, c'est-à-dire qu'au départ, en fait, vous avez beaucoup d'entreprises, et puis au fil de l'eau, seules les plus performantes sont en capacité de lever beaucoup plus d'argent. Encore une fois, certaines sociétés avec simplement 1 million d'euros sont en capacité de créer un business, ça fait une jolie petite PME, et il n'y a pas du tout de sujet. Ça restera une start-up au stade de PME. Et puis, à l'intérieur de ces sociétés-là, on a aussi des sociétés qui vont pouvoir accélérer la croissance et devenir potentiellement des leaders mondiaux. D'accord. Et c'est là où on arrive, alors il y a une terminologie, parce qu'on est là pour éduquer aussi un petit peu, en tout cas expliquer, faire de la pédagogie. On a la notion de licorne. Bien sûr, alors qu'on voit souvent dans la presse. Donc oui, effectivement, ça, et la licorne, en fait, c'est une question de valorisation. Alors c'est une sorte de valorisation, donc c'est un animal imaginaire, donc très peu en ont vu, donc c'est pour ça que c'est rare. Mais globalement, ce sont des sociétés qui sont valorisées plus de 1 milliard. Oui.
d'accord, qui ne sont pas cotées et qui ont en général moins de 10 ans. Donc, Alors, valoriser, ça veut dire qu'elles valent. Elles valent. Ça ne veut pas dire qu'elles génèrent 1 milliard Non. de chiffre d'affaires, mais qu'elles valent 1 milliard. C'est la valorisation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que lorsqu'on joue avec cette classe d'actifs, on peut intervenir à différents moments, suivre l'évolution et potentiellement accompagner une jolie licorne. Et là, effectivement, les sorties attendues, puisqu'en fait, après, il faut savoir, mais comment je récupère mon argent ? On a des sorties un peu naturelles qui vont aller vers la bourse, vers des rachats industriels. D'accord, et c'est tout le sujet aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on peut être propriétaire d'une action effectivement en direct ou en tout cas via un professionnel du private equity. Et il faut penser à la sortie, évidemment, ça peut être la bourse ou ça peut être la revente du coup, Christophe Deldic, rapidement. Ouais. Oui. Et puis au-delà des licornes, notre classe d'actifs intervient aussi sur des opérations de capital transmission, sur des sociétés plus matures, rentables, donc moins risquées. Parce que c'est vrai que les licornes... Capital transmission, c'est-à-dire qu'on va anticiper la sortie du coup ou Exactement, dans le terme transmission, nous, on va racheter la participation détenue par une partie du management qui souhaite partir en retraite et réaliser son patrimoine. Et nous, on va aider, entre guillemets, l'entreprise à franchir cette étape en incluant des nouveaux managers, des nouveaux repreneurs et en finançant cette opération de reprise. Mais généralement, sur des sociétés qui génèrent du cash flow, du résultat chaque année, qui ont une valorisation, entre guillemets, existante qui est basée sur des multiples de résultats réels, pas forcément sur des business plans qui promettent une rentabilité forte. Et nous, on va servir à financer le passage de témoins et la poursuite de la croissance de ces sociétés pour qu'elles continuent à garder leur ancrage dans le territoire en France. Et ça aussi, je voulais juste dire un mot là-dessus, c'est que notre volonté de mobiliser davantage les particuliers épargnants en direct dans le financement de nos opérations, cette notion aussi de dire que l'épargne française, allons la flécher directement au capital des PME françaises. Bien sûr. Parce que dans notre industrie, 80% des opérations qu'on fait, c'est pour financer des startups et des PME. Mais il n'y a pas que ça. Basées dans les territoires. Voilà. Mais il y a effectivement aussi des PME qui sont parfois moins innovantes, ou en tout cas qui ont l'air moins innovantes, qui ne le sont pas forcément. Mais donc effectivement, il faut également les financer. Merci beaucoup Franck Sebag et Christophe Deldic de vous être prêtés à ce jeu de résumer en 15 minutes les tendances du capital investissement. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.